vous accueillir à ce premier atelier de la journée des débats du cercle, qui est généralement un vrai moment de convivialité, de rencontre et d'échange. Donc, comme vous le savez, cette matinée est réservée à nos membres et à ceux qui souhaitent et qui envisagent éventuellement de nous rejoindre. Donc, pour ceux qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à poser des questions et à venir à notre rencontre. Donc, notre atelier aujourd'hui porte sur le leadership et est-ce qu'on peut développer son leadership par le coaching. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet et qu'est-ce qui nous a amené à sélectionner cette thématique? Alors, déjà, c'est un sujet qu'on a déjà abordé en commission il y a 2-3 ans, qui avait suscité beaucoup d'intérêt au sein de la commission directeur juridique au féminin, DJ au féminin. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore membres, sachant que, comme on m'a posé la question, il y a beaucoup d'événements qui sont également ouverts aux hommes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On aborde des thématiques intéressantes. Et donc, l'intérêt de ce thème nous est apparu notamment avec l'évolution du rôle du directeur et de la directrice juridique. En effet, il y a on voit beaucoup de conférences à ce sujet en ce moment, beaucoup d'articles qui sont écrits. Et je pense que ça traduit la réalité, c'est-à-dire que le directeur juridique aujourd'hui sort de son rôle d'expertise. Hein, on est bien loin de l'ex-chef du bureau des contentieux. Il s'émancipe petit à petit du directeur financier. Il s'invite au sein des comités exécutifs et même au sein des conseils d'administration. Donc avec ces nouvelles responsabilités viennent aussi la nécessité de développer de nouvelles compétences au-delà de l'expertise juridique, hein, qui reste bien évidemment le socle de sa formation. On attend de lui qu'il soit capable de gérer des équipes, alors certes qui lui sont propres, mais également transverses, qu'il soit capable d'être plus stratège et qu'il ait donc une capacité on va dire, de développer ce que les anglo-saxons appellent les soft skills versus les hard skills. La deuxième évolution que je perçois, et je ne sais pas si vous avez vous aussi, on en discutera plus amont dans notre journée de débat, c'est le développement en fait, de tout ce qui est legal tech. C'est-à-dire que si vous discutez aujourd'hui avec des patrons de start-up et que vous êtes directeur juridique, vous avez l'impression que demain, il suffira d'appuyer sur un bouton et que vous aurez toutes les réponses juridiques à toutes les questions. Vous arriverez même à prédire, avant même que le procès commence, son issue. Donc ça interroge aussi sur qu'est-ce qu'on attend d'un directeur ou d'une directrice juridique. Et on se rend compte que il va falloir développer et travailler sur notre innovation, notre créativité pour apporter davantage que appuyer sur un bouton et avoir une solution. Je pense que le rôle s'élargit. Alors, comment continuer à se développer alors qu'on est déjà cadre dirigeant, qu'on a 10, 20, 30 années d'expérience professionnelle, qu'on a l'habitude de faire des choses d'une certaine manière, comment continuer à évoluer. Est-ce que le coaching est le bon outil? Est-ce que c'est le coaching pour soi? Est-ce que c'est le coaching pour autrui, pour les membres de ses équipes? Est-ce que c'est le coaching individuel? Est-ce que c'est le coaching collectif? Comment et quand doit-on faire appel à un coach? Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va discuter lors de cet atelier et grâce à nos experts. Donc tout de suite, je vais présenter rapidement, et ils pourront détailler s'ils le souhaitent plus avant, les membres de notre table ronde, donc, ou table rectangulaire. Hein. Voilà, si c'est plus juste. Alors, au bout de la table, nous avons Audrey. Audrey, donc, tu es toi-même de formation juridique. Tu travailles depuis maintenant plus de 8 ans dans ce qu'on appelle la chasse de tête, le recrutement, chez Fed Legal. Alors, je profite pour remercier Fed Legal, qui est aussi partenaire de nos débats aujourd'hui. Et donc, tu apporteras un peu ta vision en tant que recruteur, à la fois tête de pont entre les clients et les candidats. Alors, je vais pas faire preuve de sexisme et m'adresser au candidat, notre expert suivant, qui est Bruno Wierzbicki,
qui a eu 3 vies, c'est ce qu'il m'indique, en tout cas 3 carrières, une seule vie pour le moment, et qui a été pilote de chasse dans l'armée de l'air pendant 20 ans, qui est ensuite devenu DRH, et donc c'est aussi un peu avec cette casquette-là qu'on a intérêt aujourd'hui à échanger, et depuis très récemment, également coach et hypnothérapeute. Voilà. Bénédicte, donc, qui est de formation psychologue du travail, qui est passée par aussi des années de recrutement, donc qui aura aussi cette vision-là, et qui a créé il y a déjà quelques années l'Atelier du possible, dans lequel elle exerce ses activités de coaching, également de médiateur, et qui a coaché de nombreux directeurs et directrices juridiques. Et enfin, Catherine Desvignes, qui est membre et très active au sein du Cercle Montesquieu, qui est également directrice juridique au sein du groupe Orange, et qui est plus particulièrement en charge de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de nombreux autres secteurs, et qui pourra donner la perspective de l'entreprise et du groupe Orange, parce qu'il y a quand même 700 juristes au sein du groupe, donc qui pourra répondre à un certain nombre de questions. Mais sans plus attendre, et après cette petite introduction, et avant de rentrer dans le dur du coaching, j'aimerais d'abord un petit peu qu'on s'interroge à titre liminaire sur finalement donc ces skills qu'on attend, ces nouvelles compétences, et quelque part, qu'est-ce qu'un bon manager ? Qu'est-ce qu'un leader ? Alors, peut-être que j'ai envie d'interroger Audrey sur ces sujets-là, pour lui demander, finalement, Fed Légal accompagne les directions juridiques, les directions générales, les directeurs et directrices juridiques. Est-ce que vous pouvez noter que vos clients, finalement, ont des attentes qui évoluent ? Et notamment, est-ce qu'au-delà de vous dire de l'expertise, quand les clients font avec vous un petit peu le profil de ce qu'ils attendent du candidat, est-ce qu'ils indiquent il faut qu'elle ait fait de la propriété intellectuelle, du droit des télécoms, etc. Ou est-ce qu'ils indiquent, attendez, on cherche surtout quelqu'un qui aura une vision, capacité d'entraîner les hommes et les femmes, quelqu'un qui sera capable d'être assertif, d'avoir une vision. Alors, est-ce que la réalité a vraiment évolué de ce point de vue-là, Audrey ? Merci. Oui, la réalité a vraiment évolué, parce qu'aujourd'hui, quand on nous demande, nous, de recruter un directeur juridique, c'est plus seulement un bon technicien. Ça, c'est vraiment le prérequis pour vous tous, et pour nous aussi, quand on recrute un directeur juridique. C'est vraiment, en fait, aujourd'hui, 2 choses en plus. C'est savoir convaincre une direction générale et savoir manager des équipes. Alors, ça peut paraître très simple, mais à trouver, c'est pas toujours évident, parce que ça correspond bien à la volonté de la direction. Donc, côté direction générale, quand mes clients, moi, me demandent de recruter un directeur juridique, ils veulent quelqu'un qui va vraiment être force de proposition, être business partner, quelqu'un qui va faire le pont, comme tu le disais, Béatrice, entre les juristes, entre la direction générale, les équipes commerciales, vraiment toutes les équipes et les juristes. Et d'un autre côté, quelqu'un qui va savoir emmener son équipe. Pas seulement la manager et déléguer certains sujets juridiques, mais vraiment quelqu'un qui va être légitime, montrer l'exemple et savoir emmener en fait, l'équipe juridique vers une vision très commune. Et ça, en tout cas, de mon expérience depuis presque 10 ans, auparavant, on cherchait un technicien, c'était déjà très bien. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut vraiment quelqu'un qui va aller au-delà de la technique et qui va vraiment être légitime. Donc, non pas en ordonnant en fait, des choses à son équipe, mais vraiment en montrant l'exemple, en étant donc leader, c'est tout le sujet d'aujourd'hui, pour justement convaincre ses équipes, non pas en leur disant ce qu'il faut faire, mais en les faisant adhérer en fait, à leur projet. Et ce que tu disais justement sur le profil de poste, j'ai un bon exemple. Un directeur général, une fois m'a demandé en fait, d'un directeur juridique, donc il y avait 2-3 pages sur justement les compétences à avoir en M&A, en corporate, en IP, en contrat, toutes ces matières généralistes que beaucoup de directeurs juridiques doivent avoir. Et puis il y avait une page extrêmement importante sur le savoir-être, donc tout ce qui est soft skills. Et justement, les 3 pages, il m'avait dit, Audrey, je vous fais confiance, vous trouverez quelqu'un. De toute façon, c'est prérequis. Les directeurs juridiques doivent être bons à peu près tout. En tout cas, savoir déléguer aux bonnes personnes et aux experts dans leurs équipes. Il va falloir quelqu'un qui va savoir vraiment me convaincre d'adopter telle ou telle stratégie, m'accompagner sur tel ou tel projet. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et il attendait de moi, en fait, que je lui apporte quelqu'un qui avait vraiment le savoir-être qui allait avec.
Pour compléter rapidement sur l'équipe, là j'expliquais un petit peu vraiment manager l'équipe. Nous on le voit aussi comme on recrute et les directeurs juridiques et les juristes. On reçoit beaucoup de juristes en fait en entretien qui restent grâce à leur directeur juridique. Et c'est même parfois étonnant. Certains me disent j'ai pas forcément d'évolution salariale, pas de perspective hiérarchique. La société, ça se passe bien, mais par contre, je reste vraiment grâce à mon directeur juridique. Je dis grâce vraiment à dessein, parce qu'ils se reconnaissent en fait en son projet. Et ça, c'est assez fort. Et ils viennent parfois me voir parce qu'ils veulent changer. Ils n'ont pas vraiment envie de changer, mais ils savent qu'il faut faire une évolution à un moment donné. Mais ils restent depuis de nombreuses années grâce à leur directeur juridique. Et d'autres, au contraire, partent à cause de leur directeur juridique. Donc là, c'est un petit peu moins sympathique, mais c'est le cas. Et certains ne se reconnaissent pas en leur directeur juridique, ils n'adhèrent pas au fait au projet. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est pour ça qu'on demande aux directeurs juridiques de savoir fidéliser leurs équipes, plus seulement les manager. Et c'est le cas quand il y a pas mal de turnover justement dans des équipes où les directeurs, on va leur demander de conserver une équipe, de les faire grandir pour qu'il y ait une situation pérenne en fait, qui s'opère dans les sociétés. Voilà. Merci beaucoup Audrey pour cet éclairage. Alors peut-être Bruno, comme tu as été 20 ans DRH, pour toi, tu as dû voir quand même beaucoup de managers. Qu'est-ce qui distingue, j'ai envie de dire, un bon d'un moins bon, voire d'un très mauvais manager et qu'est-ce que finalement un manager idéal pour toi? Bonjour d'abord à tous et à toutes et à tous. Est-ce que cette question du bon manager ou du moins bon manager, elle vous questionne? Est-ce que vous sauriez me dire qui se sent excellent manager ici? Bon, il y en a une, super. Deux, ok. Merci mesdames. Et est-ce qu'il y a des gens qui se sentent manager normal? Non, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas finalement comment ils sont en tant que manager? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être un bon manager, d'être un manager moins bon et des gens qui ne se sont jamais posé la question? Ok. Vous ne savez pas, vous? Non, mais c'est une question intéressante. Dans l'armée de l'air, moi j'ai fait 30 ans dans l'armée de l'air, et dans l'armée de l'air, on dit que la mission commande et la mission rassemble. Et du coup, ça c'est intéressant parce que c'est au-delà des gens, comment on se crée un but commun, comment on va écrire une histoire ensemble, et comment on va faire adhérer tout le monde à cette histoire pour que finalement la mission se fasse. Et on est au-delà des jeux de pouvoir des uns et des autres. Souvent, et j'imagine que dans vos fonctions, il y a forcément dans les comités de direction ou dans votre quotidien des moments où il va y avoir des jeux de pouvoir et on oublie finalement, on pourrait oublier la mission au profit du pouvoir individuel que les uns et les autres vont récolter. Du coup, la première chose, je pense, moi, c'est se lier à s'accrocher à cette mission un peu magique et qui fait sens et qui fait que les équipes sont là pour ça. Du coup, c'est ça, la première chose. Comment on s'accroche à la mission, comment on se lie à la mission, comment on s'ancre vers la mission. Et la deuxième chose, c'est l'équipe. Alors, on est de plus en plus dans quelque chose autour du bien-être, la société a évolué et maintenant les gens ont envie d'être heureux, on parle du bonheur au travail, intéressant. Est-ce qu'on peut être heureux au travail? Je ne sais pas. On parle de tout ça et du coup comment on fait, comment on encadre son équipe, comment on la gère, comment on la manage. Et ce que je pourrais dire moi, c'est peut-être la question que vous pouvez vous poser, c'est les gens avec qui vous bossez. Est-ce que quand ils vont quitter votre équipe, votre direction, est-ce qu'ils en sortiront grandis? Et si jamais ils en sortent grandis, vous pourriez vous dire que vous êtes un bon manager. Parce que du coup, ils vont tirer quelque chose de vous, de votre expérience, de votre façon d'être, de votre façon de faire, et qui pourront, pour eux, personnellement, dans leur identité professionnelle, faire grandir. Après, parce que elle a dit justement, Audrey, la compétence ne suffit pas. Vous avez vu l'équipe de foot, hein, il y a quelque temps, il y avait la une de l'équipe qui disait le talent ne suffit pas. Et je pense que c'est tout à fait vrai, c'est valable au foot. J'imagine que c'est valable dans toutes les directions de tous les métiers. Et du coup, comment on fédère les gens autour de ça?
comment on fait grandir son personnel. Et quelqu'un m'avait donné une espèce d'indicateur pour manager ses équipes. C'était les feux, comme les feux rouges, feux orange, feux vert. Feu vert, ça veut dire que le collaborateur est dans sa zone de confort, il est tout à fait apte, il a tout à fait les compétences, et puis il a le niveau de responsabilité pour prendre les décisions. Feu orange, c'est il peut préparer les dossiers, il peut travailler, il a les compétences pour le faire. Seulement la décision qui va arriver, elle est pas de son niveau. Et du coup, il va demander à son N+1, ben voilà, j'ai fait l'étude et j'hésite entre blanc, bleu, rouge, et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et le feu rouge, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose qui amène de l'innovation. Et du coup, comment on travaille là-dessus? Et le manager devient un peu l'égal de son collaborateur et ils travaillent ensemble. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut à peu près 65% de vert. Entre 25 et 30% d'orange et puis 5 à 10% de rouge. Et donc on pourrait dire qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait déléguer et qui sait respecter ça. En fonctionnement normal, il est bien évident que quand il y a du changement, il y a plus de orange et de rouge parce que le manager doit impulser quelque chose. Alors, pour le manager idéal, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça n'existe pas. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si jamais ça existait, il y aurait un type qui l'aurait trouvé, il aurait écrit un bouquin, il serait multimilliardaire, il aurait une île, et puis il serait sous les cocotiers, et puis il ferait des conférences. Seulement, ça n'existe pas. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du métier, et ça dépend de l'équipe. Donc l'environnement, vous savez, on parle quelquefois de culture d'entreprise. On a toujours fait comme ça. Ah, chez nous, on fait pas comme ça. Et du coup, quand chez nous, on fait pas comme ça, si jamais on a envie d'impulser du changement, si on a envie de faire changer, de faire grandir ses collaborateurs, faut prendre ça en compte. Donc, il y a des choses qu'on peut pas faire. Le métier, c'est important aussi, parce que derrière le métier, il y a la notion de comment on fait ce métier. Et ça questionne, par exemple, le facteur temps. En opération dans l'armée de l'air, il n'y a pas le même management qu'en temps de paix dans l'armée de l'air. C'est pareil qu'aux urgences. J'imagine que ça doit être pareil pour vous quand il y a des dossiers qui sont importants, par exemple un dossier de fusion-acquisition. Comment il va falloir le gérer rapidement et à un moment, le temps va prendre une place prépondérante. Et puis l'équipe, l'équipe c'est des gens qui sont différents et qu'on va fédérer autour de la mission. Et du coup, à chaque nouvelle équipe, ça re-questionne un peu le management. Et puis évidemment, il y a vous en tant que manager. Et c'est aussi important de se dire que si on devait mettre une couleur à chacun d'entre vous en tant que manager excellent, il y aurait des couleurs différentes parce que vous êtes tous différents et que vous êtes votre propre outil et que du coup, la façon dont vous managez, elle sera sûrement différente de la façon dont moi je manage. Mais si la mission est satisfaite, c'est plutôt une réussite, quoi. Merci pour ça. Et effectivement, on est peut-être rassuré de savoir qu'il n'y a pas de manager idéal. Mais par contre, on comprend qu'on a tous des capacités de progresser. Donc, à partir de là, voilà, maintenant, on peut s'interroger sur l'outil qui est le coaching. Et donc, Bénédicte, toi qui pratiques ça depuis de nombreuses années, et qui a coaché même réussi à coacher des directeurs et des directrices juridiques, est-ce que tu peux nous dire finalement ce qu'est le coaching et en quoi le coaching peut être utile à chacun d'entre nous pour développer nos compétences? Merci Béatrice. Alors, le coaching, en fait, pour moi, c'est un processus de changement. Vous êtes dans un état A et vous avez envie d'aller dans un état B. Donc, on va travailler sur votre posture. Donc, le coaching ne travaille pas les compétences techniques, uniquement les soft skills. Donc, voilà, c'est ça le coaching pour moi. Est-ce que c'est utile? Alors, la première des conditions, en tous les cas, une chose qui me paraît très importante, là, je vous regardais et je me disais, en fait, il faut être demandeur. C'est la première des choses. Donc, le coaching est utile si vous êtes demandeur, si vous avez envie. Moi, je crois beaucoup à
le coaching permet de libérer un potentiel que vous ne connaissez pas, parce que parfois vous l'avez oublié. Vous pouvez être créatif et vous avez oublié que vous étiez créatif. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est directeur juridique, il est important d'avoir une vision, de faire preuve de créativité, d'innovation, de savoir pourquoi on fait les choses, quel sens on donne à sa fonction, de savoir embarquer les gens, de fédérer des énergies. Et la première des conditions, c'est d'être demandeur et d'avoir envie. Moi, je crois beaucoup, comme disait Bruno, qu'il n'y a pas de manager ou de leader idéal. Le leader inspire, c'est quelque chose qui est un peu plus fort et prend beaucoup de décisions. Il n'y a pas de manager idéal. En revanche, on a tous une personnalité qu'il est important de connaître pour pouvoir l'exploiter et la libérer. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Bénédicte. Alors Catherine, donc on l'a dit, tu travailles pour le groupe Orange, 700 juristes. Est-ce que dans le groupe, vous faites pour les juristes appel à du coaching? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta vision depuis ton entreprise? Depuis Orange. Donc effectivement, le coaching, on y a recours chez Orange de deux façons en fait. À la fois pour les directeurs juridiques, les managers, mais aussi pour les juristes quand il y en a besoin. Donc les approches sont un peu différentes et ne sont pas mises en œuvre de la même façon non plus nécessairement. Je peux en distinguer vraiment deux importantes. Pour les managers, on est dans des coachings qui sont... alors moi j'ai une chance, j'en parlerai tout à l'heure, assez importante d'avoir des circonstances de coaching assez intéressantes, mais le coaching est fait pour les managers plutôt par rapport à des ressources extérieures. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des coachs externes à l'entreprise. Pour les juristes, dans les équipes, on a aussi ce qu'on appelle des agences internes qui ont des coachs et qui sont tout à fait disposés à pouvoir aussi entamer des procédures, des démarches de coaching pour les juristes. Donc on a vraiment différentes possibilités qui existent au sein du groupe Orange. C'est assez naturel, j'allais dire, dans l'entreprise. C'est une démarche qui existe et qui est abordée de manière assez naturelle. J'élaborerai peut-être après toutes les démarches qu'on est en train de construire pour aussi les équipes. Oui, tu peux nous en parler un petit peu. Donc, ce qu'on va aussi développer à l'intérieur même de la direction juridique, ce sont des possibilités de coaching. Alors après, il y a du mentoring, mais on est bien aussi sur du coaching, mais en intra-direction juridique pour pouvoir aussi accompagner des managers dans leur prise de poste. Donc on va travailler différents outils aussi, parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était vachement aidant, si je peux me permettre cette expression, pour les personnes qui prennent leur poste. Donc voilà, on l'intègre complètement dans la démarche managériale aujourd'hui. C'est quand même assez significatif. Alors peut-être justement par rapport à ça, chez Orange, tu disais on recourt notamment pour la prise de poste. Oui. Donc ça, c'est une des étapes où le coaching peut être utilisé. Ouais. Est-ce qu'il y a, alors tu peux peut-être élaborer là-dessus, et puis est-ce qu'il y a d'autres cas de figure dans lesquels on peut faire appel au coaching? Ouais. Alors la prise de poste, moi je peux en parler, j'en ai bénéficié, c'est-à-dire qu'à l'occasion, je vais parler finalement par rapport à mon exemple, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus parlant, je vais être dans le concret par rapport à ce qui a été expliqué finalement. À la prise de poste, alors quand on dit la prise de poste, c'est effectivement plutôt quelques mois après. On a commencé une prise de poste, là en l'occurrence c'était sur un changement de périmètre, une montée en responsabilité aussi managériale, puisque c'était un doublement, voire un triplement des équipes juridiques à manager, et aussi en termes opérationnels, puisqu'on atteignait, dans l'équipe où j'étais, c'était pour assurer le soutien à presque 50% du chiffre d'affaires du groupe. Donc on est sur des changements aussi de périmètre en termes d'activité. Donc après quelques mois, finalement, le coaching est intervenu. Alors je me tourne vers Bénédicte, parce que c'est Bénédicte qui a été mon coach, donc elle pourra expliquer à quel point c'est difficile ou pas de coacher un directeur juridique. Mais au bout de quelques mois, donc la démarche de coaching se met en place. J'insiste beaucoup aussi sur ce que disait Bénédicte. Il faut vraiment avoir envie, parce que finalement, si soi-même on n'est pas dans une démarche positive, on ne va pas apprendre. Il faut accepter un effet miroir, il faut accepter un effet de renvoi de ce que l'on fait. Et ce n'est pas toujours évident finalement de pouvoir l'accepter. Et moi, c'est cet exercice que j'ai trouvé très intéressant, de regarder vraiment ce qui se passe. Et de prendre le recul nécessaire par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à finalement ce que l'on peut faire aussi soi-même. Donc cet exercice-là, au bout de quelques mois, quelques semaines d'exercice, il est aussi très concret. C'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'on vient
voir notre coach sur des périodes très régulières, pendant des exercices d'1 à 2 heures, toutes les 2-3 semaines, mais on vient avec des exemples concrets. Et on a un engagement personnel par rapport à cette démarche, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir identifier soit des situations sur lesquelles on souhaite travailler, expliquer pourquoi on souhaite travailler, soit expliquer ce que l'on a mis en œuvre pendant la période, dans l'intervalle, et constater ce qui a fonctionné ou ce qui a moins bien fonctionné. Donc c'est vraiment un exercice personnel, un engagement dans la démarche qui permet de finalement se rendre compte de ce que l'on est aussi capable de faire. Je le fais volontairement positif aussi, parce que manager idéal, effectivement, il n'y en a pas. Ça dépend énormément des circonstances. On peut avoir vraiment une variété tout à fait possible. On peut très bien réagir dans certaines situations et très mal dans d'autres. Donc voilà, il faut juste l'accepter. Donc je voulais vraiment insister sur cette capacité d'engagement qu'il faut avoir et s'y tenir. C'est ça qui structure et qui aide la démarche pour soi. Catherine, merci pour cet éclairage. C'est intéressant de voir effectivement, on va dire, peut-être la démocratisation chez Orange de ce recours à cet outil qu'on a pu penser à un moment assez confidentiel et peut-être utilisé dans des cas un peu de crise face à, je sais pas, moi j'imaginais au départ des managers caractériels qu'on allait faire coacher. Bon. Mais je pense que c'était pas ton cas. Donc voilà, donc je me tourne à nouveau vers toi, Audrey, pour te demander si, alors justement, dans cette notion et cette perception du coaching, si tu es déjà arrivé de recommander à des candidats, écoutez, c'est très bien, etc., mais un petit coaching vous ferait du bien. et mon autre question, qui est un petit peu toujours dans cette perception, c'est un petit peu, est-ce que moi, candidat en entretien, est-ce que c'est un plus de dire, mais vous savez, j'ai suivi un coaching. Donc, quelque part, voilà, j'ai continué à faire voilà, avoir un regard sur moi-même, à progresser, à me développer. Ou est-ce que les gens vont se dire, ouh là là, si elle était coachée, c'est louche. Merci. Je vais déjà répondre à la première question. Est-ce que j'ai déjà conseillé à un directeur juridique de faire un coaching ? Alors, pas aussi ouvertement, pour être honnête avec vous tous. Par contre, on fait on va dire une micro-amorce de coaching, alors avec plein de guillemets autour, parce qu'on n'est absolument pas coach. Mais quand on rencontre un directeur juridique, des directeurs juridiques, en entretien, on essaie de comprendre, et plutôt de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait, ce qui leur a plu, ce qui ne leur a pas plu, ce qu'ils savent faire, pas faire, c'est exactement ce que tu disais. Et voilà, ce qu'ils ont envie de faire aussi, c'est très important de savoir ce que vous avez envie de faire. Et parfois, même très souvent, les directeurs juridiques ne le savent pas en fait, parce qu'ils n'ont pas pris le recul et la hauteur nécessaire pour s'en rendre compte. Parce que vous êtes tellement dans les dossiers, l'équipe, le travail, et je pense que vous avez des agendas surchargés, que prendre le temps de se poser et de se dire tiens, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément monter qu'en vertical, c'est aussi adopter un poste plus large, un scope plus important. Et je pense que là, nous, on l'amorce en entretien et on essaie de faire comprendre que c'est bien de prendre le temps d'étudier tout ça. Et un coaching, dans ce cas-là, est vraiment hyper important et très, très intéressant, je pense. Et autre chose qui a été dit précédemment et sur lequel j'aimerais rebondir, c'est l'environnement. Parce qu'un directeur juridique peut être très très bon dans une société et puis dans une autre être un peu moins et vice-versa. Et alors c'est ma vision un petit peu peut-être très optimiste de recruteuse, mais il n'y a pas de mauvais candidats ou pas de mauvais directeurs juridiques. Il y a seulement des très bonnes personnes qui vont être très très bien dans un environnement et un peu moins bon dans d'autres. C'est pour ça que le coaching peut être hyper intéressant pour justement savoir se connaître et savoir où on peut aller pour performer et pouvoir en fait capitaliser sur ses atouts et ces fameuses soft skills dont on parlait tout à l'heure. Juste un exemple d'un directeur juridique qui n'était pas un candidat et qui était, parce qu'il est très bien dans son poste, qui est un client, qui m'a expliqué qu'il avait fait appel au début, alors un peu contre son gré, et sa direction générale l'a un peu convaincu, et même beaucoup, de faire appel à un coach. Il avait monté en fait grâce à sa technique, donc il a commencé juriste, il a commencé à être très bon au niveau de la technique, il est devenu responsable juridique, puis directeur juridique. Alors pas par hasard, parce qu'il était quand même très bon, mais son équipe a grandi et il s'est retrouvé manager d'une équipe très importante, sans avoir vraiment appris à être manager. Et il est arrivé à un point un petit peu de non-retour où la technique vraiment ne suffisait plus et sa direction générale lui a dit « Tu devrais faire un coaching pour prendre du recul ». Il ne lui a pas dit on fonce droit dans le mur, mais le fameux directeur l'a un peu mal pris au départ. Et je l'ai vu après son coaching et il avait littéralement changé. Alors,
il a changé, je ne pense pas de personnalité, mais en tout cas, il a su prendre du recul et comprendre ce qu'il avait vraiment au fond de lui. Son leadership en a été transformé, et parce qu'il a vraiment appris à prendre de la hauteur et à mettre à profit en fait, tout ce qu'il avait pu apprendre sur lui. Et même moi, je l'ai ressenti en tant que prestataire, donc c'était vraiment très intéressant. Je le recommande, peut-être pas aussi ouvertement, peut-être que je le ferai après cet atelier. Oui, alors est-ce que quand je suis en entretien, je dis « Ah, écoutez, je suis super, il faut m'embaucher, j'ai suivi des coachings ». Je dirais que oui. Je dirais que oui parce que c'est... je dirais que oui parce que ça montre quand même la capacité d'un candidat et donc d'un directeur juridique, dans le cas qui nous intéresse, à vraiment se remettre en question. Et ça, je pense qu'une direction est vraiment très sensible à ça, de se dire, voilà, je coche peut-être pas toutes les cases, par contre, moi j'ai un super savoir-être. Alors, on va pas le dire comme ça, bien évidemment, mais j'ai vraiment des atouts que j'ai appris à me connaître, et je sais que dans tel environnement, je vais pouvoir réagir comme ça, ou en tout cas, je vais aller chercher les bonnes infos, je vais aller m'appuyer sur telle et telle personne, et c'est comme ça que je vais réussir à mener à bien le projet. Et ça, je pense, en tout cas, je vous encourage vraiment à le dire, parce que c'est très positif pour le coup. Ok, bah merci pour cet éclairage, Audrey. Alors, bon, je pense qu'on est tous convaincus maintenant qu'il faut qu'on se fasse tous coacher, parce que de toute façon, on apprendra des choses sur nous et ça pourrait être qu'utile. Alors, si on en est à ce stade de réflexion et qu'on souhaite recourir effectivement au coaching, la question qui se pose, c'est comment choisir son coach. Alors c'est intéressant puisque ici, on a deux coachs avec des profils très différents. On a vu formation de psychologue, formation de pilote de chasse. Voilà, c'est quand même deux univers et deux représentations mentales sans doute très différentes. Donc j'ai envie de poser une question à vous deux, Bénédicte et Bruno, pour vous dire finalement comment devient-on coach ? Qui sont les coachs ? Est-ce qu'il y a des formations pour le coaching ? Et ensuite, peut-être des conseils pour choisir son coach, parce que j'imagine que de toute façon, c'est une relation très intime qui se lie entre le coach et le coaché, et que le coach a aussi intérêt, entre guillemets, à ce que le coaché réagisse à ses conseils et son environnement. Alors, Bénédicte, peut-être dans un premier temps, et ensuite Bruno. Alors, à la première question, comment devient-on coach ? Oui, il existe des cursus... des écoles de coaching pour être formés et habilités, notamment quand on intervient en entreprise. Quand on intervient dans une entreprise, il y a un certain nombre de critères à remplir, avoir fait un travail personnel, adhérer à une fédération de coaching, un code de déontologie, être supervisé, être formé. Bon, donc il y a un certain nombre Et en général, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, si vous travaillez dans des entreprises, on fait ce travail de référencement. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je crois, mais là, c'est très personnel, qu'on est coach quasiment de naissance, ou on ne l'est pas. Donc, c'est presque une identité très forte, une capacité de faire accoucher l'autre. Voilà. Et pour la deuxième question, donc, qui était, Béatrice conseils pour comment choisir son coach. Choisir son coach. Alors, je pense qu'il y a les témoignages. Moi, je dirais l'intuition, beaucoup l'intuition. Quand vous allez à un premier rendez-vous avec un coach qui vous a été proposé par votre entreprise, parce qu'il y a des coachings dans le cadre qui sont faits avec l'entreprise, avec une relation tripartite avec votre supérieur hiérarchique, et puis il y a des coachings aussi personnels, individuels, parce que vous avez besoin de vous mettre en avant, parce que vous avez envie à un moment de changer de carrière, et donc vous avez besoin de regagner confiance en vous, de vraiment trouver vos clés, votre socle, savoir où vous êtes bon, quelles sont vos pépites, et mettre en œuvre ce potentiel. Donc c'est deux types différents de coaching, quand c'est fait dans le cadre de l'entreprise ou à titre personnel. C'est vrai que quand vous allez à un premier rendez-vous avec un coach, pour moi, il est important que vous lui présentiez bien sûr vos objectifs, ce que vous souhaitez développer en termes de posture et de comportement, et que vous repartiez avec déjà une vision élargie de votre situation et des premières clés de compréhension ou de lecture différentes. Pour moi, c'est un bon indicateur de quelque chose qui s'élargit. Bon, c'est très personnel. Et sinon, c'est beaucoup écouter votre intuition.
Tu conseilles d'en rencontrer plusieurs donc avant de choisir. Et effectivement, tout à fait, Béatrice, je conseille d'en rencontrer au moins 2. Alors, dans les entreprises, de toute façon, systématiquement, vous en rencontrerez au moins 2, voire 3. Alors, après, je trouve que c'est un petit peu difficile pour vous de choisir. Et j'ai des entreprises qui présentent 5 coachs. Je trouve que c'est difficile pour tout le monde parce que c'est long. Mais effectivement, plus vous rencontrez de coachs, plus votre demande va être affinée. Et en même temps, voilà, vous faites un choix de toute façon qui est très subjectif et vous devez vous sentir bien avec la personne qui va vous accompagner. Merci. Alors peut-être Bruno, maintenant Alors, d'abord, moi je suis tout à fait d'accord. Le coach, c'est vraiment une personne et son outil, c'est elle-même. Du coup, c'est important que vous soyez à l'aise avec cette personne. Et si mettons Bénédicte et moi-même, on avait fait la même école de coaching, on ne serait pas forcément les mêmes coachs. Parce qu'on ne prendrait pas forcément le même chemin. Parce qu'on aurait une personnalité différente. Et du coup, vous, en tant que... Quand vous avez besoin d'un coaching, quand vous avez envie de vous faire coacher, quand vous avez envie de travailler sur vous, la première chose, c'est être à l'aise avec cette personne avec qui vous allez peut-être dire des choses intimes, personnelles. Et les raisons qui font que vous choisissez le coach, elles sont en vous. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir en tant que coach parce que je suis grand, parce qu'ils m'ont dit on a besoin d'être challengé, on a besoin d'être bousculé, on a besoin que vous allez nous rentrer dedans, nous dire des choses, enfin me dire des choses. Ok. Il y a d'autres personnes qui sont venues me voir en disant je viens vous voir parce qu'on sent beaucoup de bienveillance chez vous, beaucoup de douceur. Et du coup, je vais pouvoir vous dire les choses et ne pas avoir peur de vous les dire. Vous voyez, pourtant, je suis la même personne, mais 2 visions différentes. Après, ce qui est important aussi, c'est la raison qui fait que vous faites coacher. Donc moi, quand j'étais DRH, je présentais toujours en général 2 coachs, un homme, une femme, à la personne qui allait se faire coacher. Prérequis, elle avait envie de le faire, elle avait envie de travailler sur elle, elle avait envie de faire le deuil de certains trucs d'elle-même, de certaines pratiques, de certaines choses qu'elle faisait pour en acquérir des nouvelles. Et après, je disais que c'était important que ce travail se fasse et de manière tout à fait subjective, quoi. Et la tête du coach, la façon d'être, son habillement, je ne sais pas. En tout cas, à un moment, se dire, ouais, mais avec lui ou avec elle, c'était vachement bien. Je me suis senti... et du coup, même le premier entretien, je vois déjà les choses différemment. Tout à fait comme le dit Bénédicte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on choisit son coach. Il faut vraiment... en entreprise et dans le perso, c'est différent. Mais même en entreprise, quand on a... parce qu'on travaille toujours sur un objectif dans le coaching, eh ben, il peut y avoir de l'objectif personnel. Et du coup, est-ce que vous êtes OK avec dévoiler des choses tout à fait personnelles à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou vous connaissiez pas? Et tout à l'heure, j'ai vu Bénédicte et son ex-coaché se faire la bise. On sentait qu'il y avait quelque chose d'intime entre elles, quoi. Donc voilà, c'est ça. Merci pour ces visions. Alors, peut-être toujours sur vous deux, parce que bon, si on décide d'entrer dans cette... dans finalement, qu'on comprend qu'il y a quand même un exercice de transformation. Hein, donc, c'est pour ça que vous dites qu'il faut être prêt, il faut effectivement y réfléchir, il faut bien choisir son coach. On a l'impression que c'est quand même un investissement personnel. Donc, j'ai envie de vous demander, finalement, combien de temps dure un coaching ? Comment se mesure finalement le résultat de ce coaching ? Est-ce qu'on quelque chose qu'on détermine à l'avance ? Comment, etc. Est-ce qu'il existe différentes méthodes ? On n'a pas parlé, mais je sais, Bénédicte, tu es également, par exemple, dans la formation de psychologue, de PNL, etc. Donc on peut dire qu'il y a différents outils. Toi-même, Bruno, en plus de ton technologie, tu es aussi hypnothérapeute. Est-ce que c'est aussi une technique que tu utilises ? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus, entre guillemets, d'aspects un peu concrets ? Et puis d'ailleurs, petite question subsidiaire, ça sera aussi combien coûte un coaching ? Merci Béatrice. Elle est parfaite Béatrice. Vous repartez, c'est tout packagé, vous savez tout.
Alors, en tous les cas, moi, les indicateurs de mesure, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, quand le coaching est fait dans le cadre de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle une relation, une fois que le coaché a choisi son coach, il y a une réunion tripartite avec le supérieur hiérarchique, la personne coachée et le coach, où sont définis donc les enjeux du coaching, les objectifs du coaching en termes de posture, qu'est-ce que la personne doit développer, et des indicateurs de mesure qui peuvent être objectifs et subjectifs. Donc ça, c'est posé en amont du coaching, hein, avant de commencer les entretiens qui vont permettre de changer. Catherine, tu pourras... C'est-à-dire qu'on a un contrat, hein, c'est-à-dire qu'on rédige littéralement exactement ce sur quoi chacun s'engage. Donc c'est très formalisé, mais ça aide énormément. Merci. Donc ça, c'est un premier... Donc effectivement, les indicateurs de mesure existent. Dans le cadre d'un coaching, ce qu'on appelle personnel, je dis bien, quand je dis personnel, il y a forcément un travail d'introspection dans le coaching, qu'il soit dans le cadre de l'entreprise ou à titre personnel, puisque vous allez être confronté à vous-même. C'est un travail confrontant qui libère énormément de choses. Moi, je pense que c'est merveilleux et en même temps, c'est confrontant. Mais quand je dis personnel, c'est vraiment dans le sens, c'est pas fait à la demande de votre entreprise. Vous décidez de prendre cette initiative seul. C'est dans ce cadre-là que je dis personnel. Et là, les coachings, pour moi, sont assez courts. C'est souvent 6 à 8 entretiens de 2 heures. Et pour les coachings en entreprise, moi, je suis sur des coachings de 8 à 10 entretiens. Voilà. Donc, on est sur, dans le cadre de l'entreprise, 4 à 6 mois. Et dans le cadre personnel, c'est plutôt 2 mois. Je rebondis juste là-dessus, Bénédicte, avant de passer la parole à Bruno. J'aimerais te poser cette question aussi, parce que je pense quand tu parles de cette différence entre un coaching en entreprise et un coaching quelque part en dehors de l'entreprise, est-ce qu'un coaching dans l'entreprise, est-ce qu'on ne va pas trop se livrer? Est-ce qu'il y a des problématiques autour de la confidentialité? Si effectivement on n'est pas très à l'aise, ou on a des difficultés avec son PDG ou d'autres membres du COMEX, est-ce qu'on peut se confier à toi ou à Bruno sans risque? Alors, je vais répondre, après je passerai bien sûr la parole tout de suite à Bruno. En fait, tout ce qui est dit en séance de coaching est confidentiel. Moi, je ne parle jamais d'un coaché sans sa présence, et c'est lui qui parle en son nom. Donc en fait, la seule partie qui est officielle et communiquée, c'est l'entretien de lancement où sont fixés les objectifs et les indicateurs de mesure. Il y a un point en général à mi-parcours pour mesurer l'avancée du changement et un point en clôture. Sinon, pendant tous les entretiens, ce que j'appelle la cuisine, hein, où on cuisine pour transformer la personne, c'est complètement confidentiel. Et moi, j'attache vraiment beaucoup d'importance à ce que ça soit, enfin ça fait partie des règles, hein, de déontologie, à ce qui est cette confidentialité, tout simplement parce que le travail de transformation ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette confidentialité. C'est effectivement un point important. Bruno, donc les mêmes questions par rapport à ça, ta vision. D'abord, ce qu'il faut savoir sur le coaching, c'est que le coach, moi j'aime pas tellement ce mot, parce que c'est souvent, ça se réfère au coach sportif, et le coaching, le coach ne donne jamais de solution. Jamais. Et le coach, en fait, c'est un peu comme si tous, là, tous vous avez une question qui vous taraude depuis quelque temps, quelque chose que vous voulez atteindre ou quelque chose dont vous voulez vous débarrasser. Mais en fait, au fond de vous, vous avez les moyens de le faire. Mais c'est un endroit qui est un peu oublié, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure. Et le travail avec le coach, ça va être de retrouver le chemin et de pouvoir accéder à cette ressource, à ce pouvoir, ce super pouvoir que vous avez, qui va vous permettre de vous en libérer. Alors, le coaching, c'est toujours la différence entre la psychothérapie et le coaching, c'est que le coaching est centré autour d'un objectif. Et comme ça a été dit, la question qui va être prépondérante, c'est comment vous savez que vous avez atteint cet objectif. Et comment les autres vont savoir que vous avez atteint cet objectif. Et une fois que cet objectif est atteint, le coaching se termine. Donc un coaching, c'est compliqué de dire combien de temps ça dure, combien de séances ça dure, parce qu'il y a des gens, finalement, ils n'ont pas pris le temps de la réflexion, et puis se poser sur un travail sur soi, et ça va être très très rapide, et au bout de quelques séances, ils vont déjà avoir une autre vision d'eux, et puis
atteindre cet objectif, et puis l'ayant atteint, se disant, du coup le coaching sera terminé, mais ils se diront, ouais, mais en fait, maintenant, j'ai envie d'aller voir ça. Et du coup, c'est un deuxième travail, mais c'est plus le premier. Et d'ailleurs, ça peut être un travail à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, moi, en général, on est un peu tous pareils. Hein. En entreprise, c'est tripartite à la fin, tripartite, enfin au début et à la fin. Au début, pour fixer les objectifs avec le prescripteur, qui est quelquefois le DRH ou le directeur. Et puis à la fin, comment vous savez que le collaborateur, que votre directeur, que M. Dupont, Mme Durand a atteint son objectif. Et ouais, ok, c'est bon, voilà. C'est contractualisé. Et sur les méthodes, on n'a pas trop parlé des méthodes. Est-ce qu'il y a des méthodes, des savoir-faire particuliers? Comment on arrive à ce travail d'accouchement? Alors, les méthodes, on pourrait parler des outils, on pourrait parler de la systémique, il y en a tout plein, de la PNL, de l'hypnose. La chose qui est... Donc, il y a pas mal de l'analyse transactionnelle, il y en a tout plein. Souvent, les coachs, en fait, quand ils commencent à faire ce métier, vont engranger de plus en plus d'outils, mais ils vont utiliser l'outil qui va être le mieux adapté à la personne. Donc, encore une fois, et puis peut-être un mélange d'outils. Donc, on n'est pas tellement sur les outils, on est plutôt sur la personne. Si je lui dis ça, si je fais ça, tiens, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu en coaching personnel une dame qui était famille recomposée. Elle avait un enfant avec son conjoint, qui lui en avait 2 de son premier mariage. Voilà, elle faisait beaucoup de choses, et puis elle est très maniaque, très perfectionniste. La maison doit être propre, le frigo doit être rempli, tout doit être bien, les déjeuners, les dîners doivent être faits à l'heure. Et puis elle me disait tout ça, et puis elle me dit, vous comprenez, il faut que ça se passe, il faut que les déjeuners, il faut que la maison soit propre, il faut que la lessive soit faite, Et je lui ai dit, mais s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qui se passerait? Cette question, elle a arrêté le coaching. Elle m'a regardé, il y a eu un truc dans ses yeux. Elle m'a dit, c'est moi alors. On a arrêté, on a fait une séance. Elle m'a dit, j'ai été libéré et maintenant je suis super heureuse, c'est super dans la famille et tout, juste avec cette question. Du coup, cette question, elle n'est pas tellement dans un outil, elle est plutôt dans la relation. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, Béa, c'est que ce qui est important, c'est la relation. C'est de la relation que va naître les choses, va naître le changement. Merci pour toutes ces contributions. J'ai envie, alors parce que j'ai rappelé en début que j'étais quand même à l'origine et que j'animais la commission directeur juridique au féminin. Donc j'ai envie de vous poser à tous cette petite question, de savoir si vous aviez identifié des besoins spécifiques selon les genres, hommes-femmes, est-ce qu'il y avait un coaching particulier au féminin. Nous, on avait invité Shin Lanzmann qui a écrit un guide d'auto-coaching pour les femmes. On invite aussi souvent des gens qui nous parlent de la relation de pouvoir avec les femmes et les stéréotypes autour de ça. Donc, est-ce que les femmes ou les hommes rencontrent des problématiques particulières? Est-ce que du coup, ça nécessite une adaptation? Donc, je vais tous vous interroger sur cette question. J'ai commencé par Audrey avec peut-être le prisme de lui demander si effectivement, je ne sais pas, elle a le sentiment que les femmes parfois sont moins ambitieuses, ou on rencontre des difficultés particulières, ou est-ce que c'est hommes et femmes où elle se dit tiens, un petit coaching leur ferait du bien? Alors, est-ce que les femmes sont moins ambitieuses? Non. On est tous, je pense, très ambitieux et tous les candidats que je rencontre le sont. Ce que aussi ils me rendent compte, c'est qu'a priori, ils veulent changer de poste et ça, c'est une ambition en tant que telle. Sur le coaching en lui-même, déjà, je ne vais pas généraliser. Je pense que Bruno et Bénédicte savent mieux que moi peut-être s'il y a un coaching spécifique. Après, ce qu'on observe, c'est que, en tout cas, un entretien, sans encore une fois généraliser, c'est que beaucoup de femmes, en fait, se remettent peut-être un petit peu plus en question en entretien, ont déjà peut-être amorcé un petit peu plus le travail de se dire j'ai pas qu'une seule voie pour progresser, j'ai plusieurs voies possibles et je m'interroge vraiment sur ce que je sais faire et pas faire. Encore une fois, il ne faut pas généraliser, il y a beaucoup de directeurs juridiques hommes aussi qui ont déjà amorcé cette réflexion. Et voilà ce que j'ai envie d'ajouter. Alors, c'est vrai qu'en général, moi j'ai fait pas mal de formation, développement personnel, et
il y a souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ces formations. Du coup, est-ce que les femmes sont plus éveillées, plus développées que les hommes? Je ne sais pas. Je pense que peut-être que oui. Et ce que je pense, moi, c'est le coaching de genre est aussi lié à l'environnement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement, vous êtes une dame, vous êtes directrice, vous êtes dans un environnement masculin qui est très macho, où il y a beaucoup de yang, on pourrait dire, et que vous avez du mal à exprimer votre yin, et c'est important pour vous de pouvoir l'exprimer, ben, vous allez peut-être travailler sur vous, sur ce point spécifique, en disant, voilà, moi j'ai besoin d'être qui je suis vraiment et de ne pas être un homme, quoi. Et le contraire aussi. Dans les environnements, par exemple dans les directions de la communication, c'est souvent très très féminisé. Et si jamais un homme est directeur ou un homme travaille à des responsabilités de manager dans un endroit où il n'y a que des femmes, ben, comment il fait pour être homme et du coup pour exprimer aussi son côté yang, son côté homme, quoi, hein. Donc je crois que c'est pas tellement, à mon avis, c'est pas tellement le genre en soi, c'est dans l'environnement, en fonction de qui on est. Et si jamais il y a un côté de soi qui est brimé, comment on peut faire pour le faire ressortir? Du coup, ça devient un objectif un peu personnel d'être équilibré. Merci Bruno. Bénédicte. Merci. Alors, de mon expérience, j'accompagne beaucoup plus de femmes directeurs juridiques que d'hommes. Ce que je perçois, c'est que les femmes ont plus de doutes et ont moins confiance en elles. Et elles ont à accepter leur pouvoir et à le prendre. Maintenant, j'ai accompagné aussi quelques hommes directeurs juridiques. Et en tout cas de mon expérience, le sujet était plus apprendre à développer sa dimension relationnelle pour mieux rentrer en relation avec les autres. Donc, après, est-ce qu'on ne peut pas forcément généraliser, mais voilà, ça c'est vraiment des différences que j'ai perçues. Catherine? C'est pas du tout rentré en considération. Pour le coaching, en tout cas, que moi j'ai pu vivre, c'est une proposition qui avait été faite, que j'ai volontairement et acceptée et avec enthousiasme. C'était vraiment beaucoup plus par rapport à un rôle et finalement un nouvel environnement qu'autre chose. Il n'y avait pas de question de genre du tout qui rentre en considération. Je ne crois pas que ça rentre en... Merci. Non, mais je pense qu'on est tous leaders, hommes ou femmes, et on est tous confrontés à des difficultés. La seule question, c'était effectivement peut-être autour des stéréotypes qui sont intégrés de deux côtés et qui sont importants de faire sauter, parce que ça peut être effectivement des résistances au plafond de verre. On est parfaitement dans le timing pour vous laisser un petit peu, on avait envie de quelque chose d'un petit peu interactif, donc de poser des questions, alors même si on a abordé pas mal de choses, même si je n'ai pas entendu la réponse sur les coûts que représentait le coaching. Je pensais que peut-être vous pourriez peut-être poser quelques questions à nos experts. Par rapport à la France, est-ce qu'il y a encore une différence? Est-ce que vous pensez que les anglo-saxons sont en avance sur nous du point de vue de ce point de vue? Disons qu'en France, le stéréotype, c'est, Béatrice l'a un peu dit tout à l'heure, c'est si jamais je me fais coacher, c'est que je suis mauvais. Et du coup, voilà, je ne vais pas trop le dire parce qu'après les gens vont savoir que je me suis fait coacher, que je suis mauvais, voilà. Dans le milieu anglo-saxon, c'est le contraire. Ce sont les gens qui sont bons qu'on coach pour qu'ils soient encore meilleurs, pour qu'ils se développent. Donc ça, c'est une vraie différence. Je crois que c'est en train de changer en France, mais on est quand même en retard par rapport aux anglo-saxons. Tout à l'heure, vous avez dit que dans le cadre du coaching tripartite, il était très important de définir des mesures, enfin des objectifs concrets. Alors comment est-ce qu'on fait s'agissant de soft skills qui par définition sont plutôt subjectifs? Comment est-ce que vous faites pour trouver, définir des mesures objectives du progrès? Alors les indicateurs de mesure peuvent être subjectifs ou objectifs en fonction d'un objectif qui va être de développer sa rondeur dans sa communication et d'être moins direct.
voilà, vous aurez une équipe qui se plaindra moins au N+2. Ça peut être un indicateur de mesure. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être très concrètes. Une personne qui a besoin de prendre plus de recul. Je vais laisser Catherine, peut-être, non, tu t'en souviens, non? Oui, les indicateurs sont très liés au comportement finalement qu'on va avoir et les expressions qu'on donne à ce comportement. Donc finalement, dans les réunions que l'on a, dans les bilatérales ou peu importe quels que soient finalement les événements dans lesquels on intervient, on va pouvoir mesurer si oui ou non on a été capable finalement d'avoir cet exercice de prise de recul ou est-ce qu'on a été capable de se comporter différemment. Donc oui, c'est très subjectif, mais c'est très lié au comportement et ce qu'on en manifeste à un instant T. Donc c'est comme ça que ça se mesure. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai fait coacher aussi des membres de mon équipe, par exemple. J'avais indiqué, effectivement, parce que j'avais quelqu'un qui restait très tard le soir. Donc, pour moi, c'était l'expression d'une mauvaise gestion, vie personnelle, vie professionnelle. En plus, ça mettait quand même la pression sur mes autres collaborateurs, parce qu'ils restaient très tard le soir. Et en plus, j'avais été le débauché de cabinet d'avocats et j'avais promis que sa vie serait... Certes, il gagnerait moins, mais sa vie serait plus tranquille. Donc, je trouvais qu'il y avait un souci par rapport à ce que je voyais. Donc, un des indicateurs, ça a aussi pu être l'heure à laquelle il partait. Si après le coaching, il partait plus tôt. Vous avez, quand vous faites un coaching, vous le faites en tripartite avec le coaché, l'entreprise et le coach. Comment considérez-vous l'environnement? Parce que la personne va changer. L'objectif, c'est qu'elle change et qu'elle évolue, sa façon de manager, etc. Comment est-ce que les personnes qui sont autour du coaché ont l'information qu'elle a un coaching et comment peut-on appréhender le fait que l'environnement contribue au changement de la personne et accepte que la personne change et dans sa façon de manager et dans sa façon de conduire des réunions, etc. Ça, c'est une bonne question. En fait, pour moi, je laisse le choix au coaché et au prescripteur. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose qui est la personne a envie de partager avec son équipe, avec ses pairs, et du coup, elle peut le dire. Soit elle a envie de le garder, entre guillemets, confidentiel. Et même les séances, du coup, se font pas sur le lieu de travail, se font ailleurs. Mais ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Après, normalement, le but de ce changement, c'est toujours un changement quand même positif, quoi. Donc, c'est plutôt bien, quoi, hein. Oui, merci. Quelle est la particularité finalement du coaching et de la fonction juridique et quelle est la part dans vos activités du coaching auprès des directeurs et des directrices juridiques? Personnellement, j'ai connu des directeurs financiers qui restaient des contrôleurs de gestion, qui étaient au centime. J'ai connu des directeurs de division qui restaient des chefs de projet qui regardaient la vis de 12. Dans vos expériences, qu'est-ce que représente la mission ou la fonction juridique? Ce que je peux peut-être expliquer par rapport à ça, c'est dans l'exercice du coaching que l'on fait, on se rend beaucoup plus compte des lectures extérieures de ce que l'on produit nous. Et vraiment un des axes que moi j'ai développé, en tout cas que je garde encore beaucoup en tête et que j'essaye de mettre en œuvre, c'est de me dire comment je peux auprès des différents acteurs de l'entreprise positionner différemment la parole juridique. C'est pas seulement le soutien juridique, c'est comment je peux aussi positionner l'ensemble de l'équipe et donc mon rôle aussi par rapport aux acteurs de l'entreprise. C'est cette capacité peut-être à se dire, j'embarque beaucoup plus ces acteurs dans mon propre mode de fonctionnement. Enfin, moi en tout cas, c'est le bénéfice vraiment très important que j'ai tiré et que j'applique encore aujourd'hui, des années après en fait. Oui, mais je pense que c'est encore une fois pas forcément une demande de l'entreprise, mais aussi une demande du directeur juridique, peut-être justement parce qu'il veut par exemple faire mieux reconnaître son rôle au-delà de son expertise. Et peut-être qu'il ne sait pas trop comment se positionner pour le faire reconnaître. Donc ce n'est pas parce qu'il compte, parce que comme le comptable, il compte au sous-près, mais peut-être pas justement, il a envie de faire autre chose ou il a envie d'être apprécié différemment et que voilà, il a envie de pouvoir l'exprimer. Moi, je te donne le micro après. Juste par exemple, quand j'étais DRH, quand on refaisait le plan de formation, on regardait un peu les demandes des gens. Et il y a des personnes qui disaient, voilà, je suis un peu stressé, j'ai du mal à gérer mon équipe, je voudrais une formation pour être moins stressé et savoir gérer mon équipe. Sauf que ça n'existe pas. Et du coup, ce que je convoquais, enfin, j'appelais la personne et puis on discutait finalement, et on questionne le besoin.
Et c'est ça qui fait. Le besoin, c'est quand on est sur l'être, sur qui on est, et qu'il y a quelque chose qu'on a envie de faire différemment, d'être différemment, de se développer personnellement. C'est la raison pour laquelle on fait du coaching. Merci. Je voulais juste compléter la question que vous avez posée tout à l'heure. En fait, le coaching est une démarche confidentielle. Donc, elle appartient au coaché. Le coaché a le droit d'en parler, c'est sa liberté, mais c'est le coaché qui parle de son coaching. Après, le coaching a un effet systémique. C'est-à-dire que vous imaginez un mobile, vous voyez ce que c'est qu'un mobile, hein. Si vous faites évoluer une personne sur ce mobile, toutes les personnes qui sont sur le mobile vont bouger. Donc ça a un effet sur toute l'équipe et tout l'environnement. Il y avait une question là. Ouais. Madame, oui. En fait, j'ai 2 questions et c'est plutôt sur le coaching d'entreprise. En tant que manager, comment vous pouvez vous conforter sur le fait qu'effectivement un coaching pourrait aider un membre de votre équipe? Il y a l'intuition, mais derrière, est-ce qu'il y a des clés pour savoir si c'est le cas ou pas? Et la deuxième question qui suit, c'est si c'est le cas et que l'individu lui-même n'a pas l'idée du coaching, comment on l'y amène? Est-ce qu'on peut l'y amener? Catherine, tu veux dire Les situations que j'ai rencontrées étaient plutôt liées à des difficultés de comportement. Donc finalement, l'élément qui déclenche le fait de se poser la question oui ou non, doit-on utiliser l'outil du coaching, c'est avant tout par rapport à des questions de comportement de la personne. Et on se dit, effectivement, la personne n'en a pas nécessairement l'idée, c'est pas que ça existe, ne sait même pas, peut-être que l'entreprise peut proposer cet outil. Donc on essaye d'aborder ce sujet au moment d'échanges assez informels. On explique que peut-être il existe un outil qui pourrait être utilisé. Donc c'est plutôt par rapport à des questions de comportement et se dire peut-être que comme on doit avoir un objectif très précis, en tout cas préciser un objectif et avoir un indicateur de mesure, vaut mieux que ce soit par rapport à un comportement assez récurrent. Quelque part, on est dans la récurrence d'un comportement. Alors, on ne change pas le logiciel des gens, hein, mais c'est simplement peut-être aussi aider à prendre conscience que ce comportement suscite des effets négatifs sur les autres, parce qu'on a des effets collectifs aussi. On a un comportement qui a des effets négatifs sur un collectif. Donc, c'est peut-être ça l'élément qui déclenche. En tout cas, pour des coachings, pardon, Béatrice, de réaction, ce que j'allais dire, plutôt pour améliorer un comportement ou essayer de faire changer un comportement. De ce que dit Catherine, en tant que manager, moi aussi j'ai fait coacher des membres de mes équipes. Alors, pas parce qu'ils avaient des comportements négatifs, mais dans des cas, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, en prise de poste. Avant même, en fait, alors ça avait un peu surpris le candidat, parce que je l'ai embauché, mais en même temps, je lui ai dit, je t'embauche, mais je voudrais que tu suives un coaching. Et alors, il ne savait même pas ce que c'était que le coaching. Mais en fait, en lui en parlant et en le présentant de manière positive, en fait, il l'a très bien pris parce qu'il s'est dit « l'entreprise investit sur moi. Non seulement elle m'embauche, mais en plus, elle va m'aider à réussir. » Et ça, alors c'est vrai que quelque part, j'avais anticipé finalement peut-être des difficultés d'adaptation, mais à la fois, je considérais qu'il était tout à fait capable d'intégrer. Au contraire, c'est parce que c'était un senior qui me coûtait cher, pas uniquement en argent, en investissement, donc je voulais que ce soit un succès. Et donc, lui, il a adoré cette expérience de coaching. Voilà. Et puis aussi, je l'ai fait aussi en bilan de compétences. Parce que j'avais par exemple quelqu'un dans mon équipe qui était toujours insatisfaite, qui disait bon, j'ai envie de faire ci, on lui faisait faire ci, puis finalement c'était pas truc, on allait faire ça, on ne savait pas trop non plus. Donc j'ai dit écoute, ça serait bien peut-être que tu prennes ce recul de manière à ce que pouvoir moi mieux répondre à ton besoin. Mais comme ton besoin finalement tu l'exprimes, mais que quelque part sa satisfaction n'a pas l'air de répondre. Fais ça, et donc je t'offre cette possibilité. Et là aussi, on l'avait beaucoup apprécié. Finalement, on s'est rendu compte que ses besoins étaient peut-être satisfaits à l'extérieur, mais quelque part, c'était bien pour tout le monde parce qu'elle était plus satisfaite. Et donc moi, l'idée c'est pas de garder des gens qui trouvent plus de satisfaction dans mon secrétariat général. Donc voilà. Juste pour ajouter, justement, je trouve que c'est très positif ce que tu disais, c'est que le coaching, en tout cas de mon point de vue de recruteuse, ne doit pas forcément intervenir quand quelque chose va mal ou quand c'est déjà presque parfois trop tard, mais aussi pour anticiper, pourquoi pas aussi un changement. Et quand on apprend mieux à se connaître en tant que directeur juridique et en tant que personne, ça permet aussi de savoir ce qu'on veut faire, comme on le disait tout à l'heure, et d'anticiper. Et c'est vrai que nous, quand on voit en entretien des directeurs juridiques qui ont déjà réfléchi à leur projet et à se connaître, c'est quand même plus facile pour après trouver la bonne fonction.
Merci, ce sera le mot de la fin. On est parfaitement en temps et en heure. Voilà. Donc, je voulais remercier tous nos experts autour de cette table rectangulaire et également tous ceux qui ont assisté. N'hésitez pas pendant la pause encore à continuer à poser vos questions. Voilà. Et puis peut-être que vous viendrez ici témoigner à une autre occasion de vos expériences de coaching.